Bonjour à tous et bienvenue dans En route pour demain, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la mobilité et à toutes les mobilités sur BFM Business et sur 01 TV. Et au sommaire de ce nouveau numéro d'En route. Alors les beaux jours reviennent, du coup on a tous envie de sortir notre moto pour aller faire un petit tour, mais il faut le faire en toute sécurité. Pascal Samama a un certain nombre d'accessoires pour sortir protégé. Alors Renault, on le connaissait pour l'électrique, le constructeur français passe à l'hydrogène avec une filiale dédiée, Ivia, son directeur général est notre invité cette semaine. Et puis Nissan faisait aussi de l'électrique, mais là désormais il a une nouvelle technologie surprenante. Julien Bonnet a essayé le Qashqai e-Power, vous allez voir, c'est une technologie inédite. Et puis en région, nous recevrons le fondateur de Doctibike. Doctibike, c'est une société qui donne une deuxième vie aux batteries. Merci à tous d'être avec nous dans En route pour demain, votre rendez-vous chaque week-end sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En route pour demain, votre émission du week-end consacrée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et 01 TV. Et avec le retour des beaux jours, il y a une mobilité qu'on a envie de ressortir, c'est la moto qu'on a envie de sortir du garage pour aller faire un petit tour. Bonjour Pascal. Bonjour Pauline. Alors t'es pas venu en plateau avec ta moto, mais t'es venu avec tous les accessoires pour qu'on puisse ressortir, faire des petits tours dans la nature, mais en toute sécurité. Alors je vois, on a un casque, on a un pantalon, le but c'est vraiment la sécurité avant tout. On n'a pas qu'un pantalon, on a aussi un legging, un sous-vêtement. Bon bref, il y a un tas d'accessoires. C'est des accessoires, comment on les a choisis ? Parce que c'est des sociétés françaises qui les ont fait, sauf le legging qui est belge. Mais c'est un cousin, on va dire. Donc, aucun souci. Non, en fait, c'est des équipements qui sont totalement étonnants. Ce jean, par exemple, il est en armalite. C'est l'inventeur de l'armalite. C'est une toile hautement résistante. C'est quelque chose d'incroyable qui a créé aujourd'hui sa marque de jean qui s'appelle Bolitzer. Et c'est un jean qui est totalement indéchirable, qui résiste à l'abrasion. Ce jean-là qui ressemble à un jean classique, tout neuf, tout beau, là, exactement, ce jean, un peu bobo même. Si je tombe avec, je ne me brûle pas, je ne déchire rien, je ne suis pas blessée. Et il n'y a rien. Et pourquoi ? C'est hallucinant. Parce que c'est une toile de jean qui est tissée avec un tissu, avec une fibre qui est particulière. C'est une fibre de jean normale, en coton. Et quand on commence à dénuder la fibre de jean, la fibre normale, qu'est-ce qu'on voit ? On a un petit fil. En plastique. C'est une technologie qui vient de l'aéronautique, qui est utilisée aussi dans le spatial. C'est une fibre qui résiste à l'abrasion, qui est aussi dure que l'acier. On peut utiliser son jean, par exemple, pour tracter une remorque. On l'attache par les jambes. Ils ont fait les tests. Ils ont soulevé un 4x4 avec une grue. Avec le jean accroché. Et le jean ne s'est pas déchiré. Non, c'est totalement hallucinant. Et c'est pas lourd, ça tient pas trop chaud cette matière ? Justement non, il est pas lourd, il tient pas chaud. C'est vraiment. Je dis à nos auditeurs qui nous écoutent en radio, non, c'est vrai que ça pèse, ça a vraiment le poids d'un jean classique. C'est incroyable, en fait. C'est un textile, c'est une invention française, c'est un textile qui est léger, qui a l'air de rien, qu'on peut garder toute la journée. On n'a pas l'air d'un cosmonaute, on n'a pas besoin de se changer. Il y a des modèles pour hommes, il y a des modèles pour femmes, il y a des modèles filles, il y a des modèles à bas droit. Bref, c'est un jean normal. Il y a des blousons qui existent, mais c'est ultra résistant. Et ce qu'on peut rajouter en plus... Alors c'est ça, t'es venu aussi avec un legging. Alors on peut le mettre avec ce jean-là, on peut le mettre tout seul ? On peut le mettre aussi avec ce jean. C'est un legging en Kevlar avec des protections. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Oui, il a l'air d'être rembourré au niveau des genoux, au niveau des cuisses, tous les endroits un peu sensibles quand on tombe. Alors avant, au départ, il y avait ce type de protection classique. Donc un vraiment peu moche, comme une coque en plastique qui a l'air un peu lourd. Et là, c'est ces protections-là qui sont ultra pareil, résistantes. Je le prends et c'est vraiment, c'est comme du plastique, mais alors c'est tout léger. Mais ça se tend dans tous les sens. Le niveau de protection, c'est un niveau 3A. C'est le niveau le plus haut de protection pour les équipements de sécurité en moto. Donc, il n'y a pas de souci. On le met sous son vêtement, sous son pantalon, sous son jogging et on est protégé. Il colle au corps. Alors, il colle au corps. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on fait une chute, quand on a un jean avec des protections, le jean vrille, il va bouger et donc on ne sera pas protégé là où il faut. Alors que là, on sera toujours protégé, quel que soit le type de chute, on sera protégé. C'est anti-abrasion. Les tests qu'ils ont fait avec, c'est totalement hallucinant.
Ils ont tracté, pareil pour le jean, ça a été fait aussi. Ils ont tracté. On voit les images justement pour nos auditeurs qui nous écoutent en radio. On voit justement un motard qui est tracté sur le sol dans le jean, donc sans rien, vraiment sur le macadam. Et son jean n'existe plus, mais par contre, le pantalon en Kevlar en dessous est intact. Il est totalement intact et en plus, ça garde au frais. Il n'y a pas cet effet de chaleur, il n'y a pas de brûlure, par l'effet de la friction. Donc c'est totalement hallucinant. On va parler des prix, 300 € le jean environ. Il y en a des moins chers parce qu'il y a des déclinaisons pour les cyclistes, pour les gens qui font de la trottinette. Et ce legging en Kevlar, 329 €. C'est pas très cher vu ce que ça peut protéger. Tu es aussi venu avec un casque alors qu'il a l'air lui en fibre de carbone quand on regarde. Exactement, il est en fibre de carbone. C'est un casque, c'est une marque française qui s'appelle Marco. C'est une marque qui existe depuis pas très longtemps, depuis 5 ans. Ils font des casques de moto, des casques de vélo. Leur patte, c'est d'avoir un design un peu sympa. Ils s'adressent à une clientèle urbaine. Ils font aussi des casques. Le casque est assez stylé quand même. Il est assez stylé, on peut le dire. Mais c'est un casque en carbone qui est complètement... Pourquoi le carbone ? Parce que c'est ultra résistant au choc et c'est à la fois ultra léger. Je te laisse essayer. Je le prends. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'il est vraiment très, très léger. Un casque de moto qui fait environ à peine un chouille plus d'1 kilo. C'est quand même impressionnant pour un casque intégral. Et alors pareil, côté un peu dur mais qui a l'air aussi léger, tu es venu avec un sac à dos, Pascal, mais un sac à dos en dur. Alors c'est un sac à dos qui sert de dorsale. Non. Il est homologué, il est homologué. C'est pas juste quelque chose qui... C'est un sac à dos qui protège le dos et qui protège aussi le contenu, tout ce qu'on peut mettre dans le sac. On peut se balader, on peut mettre le U de sa moto. C'est ultra dangereux de se balader avec un U. Oui. En cas de chute, on se brise le dos. On peut mettre un appareil photo. Il y a des poches pour mettre ordinateur. En cas de chute, ça ne craint rien. Il y a des tests qui ont été faits. Ils ont tapé... Alors la marque c'est Hérode. C'est vieux comme Hérode, c'est Made in France. C'est un tissu, c'est une matière balistique. Ça veut dire qu'on peut essayer de l'attaquer au couteau. Donc on imagine, ça résiste à quasi tout. Peut-être pas aux balles évidemment, mais ça résiste à quasi tout. C'est totalement imperméable. Ils ont fait des tests en projetant des trompes d'eau sur le sac à l'intérieur. Ils ont mis du papier, tout ressort nickel. Et surtout, on est parfaitement protégé. Alors on est parfaitement protégé, pourquoi ? Parce que le sac épouse bien la forme du dos, est totalement fixé. Il y a des systèmes de fixation. Les systèmes de fixation sont intéressants parce qu'on peut même les manipuler avec des gants de moto. Donc si on veut se balader tranquillement avec une veste normale tout en étant protégé, on prend ce sac. Juste prix ce sac ? Le prix du sac, ça démarre à 300 € et avec un tas d'accessoires pour le rendre plus pratique, etc., ça peut monter autour de 450 €. Eh bien, merci beaucoup Pascal Samama pour ce shopping reprise de la moto au printemps. On passe tout de suite à l'invité de la semaine. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Alors on connaissait Renault pour la voiture électrique, il faudra bientôt compter sur le constructeur aux losanges pour la voiture à hydrogène, le véhicule à hydrogène. David Holderbach, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes directeur général d'Ivia. Alors Ivia, c'est une toute nouvelle société qui est dédiée à l'hydrogène chez Renault. Tout à fait. Donc Ivia a été créée en juin 2021, il y a à peu près 10 mois. Et effectivement, c'est une co-entreprise entre Renault, que tout le monde connaît, et Plug Power, qui est le leader mondial de l'hydrogène. Alors là, il y a quelques jours, vous avez inauguré donc, à Flins. Flins, c'est cette usine en région parisienne qui jusqu'à présent faisait des Zoé, qui maintenant va être reconvertie pour devenir cette refactory, c'est-à-dire faire de l'économie circulaire, faire en fait toutes les mobilités de demain. Et vous êtes installé là-bas, vous allez avoir quoi, une ligne de montage de véhicules à hydrogène ? Alors nous faisons partie de la Refactory et le pilier Ré-Énergie. Et donc nous avons inauguré la semaine passée une ligne d'assemblage de piles à combustible. À la fin de l'année, nous allons commencer l'assemblage également des stations de recharge hydrogène. Et puis ultérieurement, nous aurons la capacité de fabriquer également des électrolyseurs. Parce que la particularité d'Ivia, c'est non seulement la mobilité, dont vous parlez au travers du Renault Master de Renault, mais également tout l'écosystème hydrogène, la station, l'hydrogène et l'électrolyseur. En fait, vous arrivez clé en main et vous fournissez aux clients de A à Z, je veux passer à l'hydrogène, vous fournissez tout pour y passer. C'est exactement ça. Donc en fonction du client, nous allons faire un diagnostic et l'accompagner pour dans sa transition énergétique,
le véhicule bien sûr, mais après, selon ses besoins, la station ou l'hydrogène. Alors ces masters, ce sont plutôt des gros utilitaires. A priori, il y a plusieurs versions. Il y a des versions plutôt transport de personnes, il y a aussi des versions plutôt transport de marchandises. Pourquoi vous êtes focalisé sur d'abord le master avant d'aller chercher peut-être, je sais pas, du berlingot, de l'utilitaire plus petit ou peut-être du véhicule beaucoup plus important, plus industriel? C'est une très très bonne question. En fait, l'hydrogène vient compléter l'offre électrique. D'accord. Donc aujourd'hui, un Renault Kangoo fait quasiment 300 km d'autonomie. Donc il remplit une grande majorité des usages. Quand vous montez en volume, en surface, l'aérodynamique de ce genre de camion n'est pas idéale, on va dire, pour l'efficience énergétique. Et donc c'est là qu'on rencontre un problème d'autonomie. Donc l'électrique fonctionne dans certains cas d'usage, quand on fait de faibles roulages, mais dès qu'on a un usage intensif, c'est difficile. Et la majorité des propriétaires professionnels de Renault Master sont des usages intensifs. Donc c'est là que notre offre a toute sa pertinence. Usage intensif, ça veut dire quoi? C'est plusieurs centaines de kilomètres par jour? C'est ou beaucoup de kilomètres, ou de la haute vitesse quand en fait le livreur part de son centre-livreur, va dans le centre-ville, il a 40 minutes à haute vitesse, et ça c'est vraiment très impactant en termes de charge si on n'est qu'en mode batterie. Sur cette ligne d'assemblage que vous allez avoir à faire, donc vous allez faire les piles à combustible, les véhicules, eux, ils seront assemblés où? Et ces piles à combustible, c'est une techno Renault, c'est une techno qui vient de Plug Power? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Tout à fait. la genèse? Donc nous sommes aussi une entreprise française basée en France. On s'appuie sur 4 sites, 2 sites en propre qui sont le centre d'études et le siège qui est à Villiers-Saint-Frédéric, au même endroit que Renault et son bureau d'études pour les véhicules utilitaires. Nous avons donc la ligne d'assemblage que nous commençons à rendre opérationnelle à Flins, et nous utilisons l'usine de Batilly qui fabrique les Renault Master, donc ils nous envoient les voitures incomplètes. Et en fait, on fait l'intégration de tout ça, donc de la voiture, du moteur électrique, la batterie et des éléments qu'on aura fabriqués, ainsi que les réservoirs qui nous viennent de Faurecia, une entreprise française. Et on fait ça à Gretz-Herminvilliers, c'est une filiale de Renault. Alors l'hydrogène, on sait que c'est beaucoup de constructeurs misent dessus, donc Renault bien évidemment ici aujourd'hui. Il y a une question de prix. Puisque aujourd'hui, un véhicule à hydrogène, ça a quand même un certain coût. Je ne parle même pas du coût d'installation de la station qu'il va falloir rentabiliser. Aujourd'hui, en termes de prix, un master à hydrogène, ça coûte combien? Et de quelle manière vous arrivez à aider vos clients à financer justement ces installations? Donc aujourd'hui, c'est cher. Il ne faut pas s'en cacher. Aujourd'hui, c'est cher. Ça coûte combien un master à hydrogène? Alors, on n'a pas encore communiqué sur les prix. C'est en préparation. Et alors, d'une part, on va offrir bien sûr des offres de financement pour prendre ça de manière mensuelle, avec tout un service, la prévente et également l'approvisionnement d'hydrogène. Donc ça, c'est une première façon de le regarder. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hydrogène, on est au début de l'aventure. La technologie existe depuis longtemps, mais pas en production importante. Donc ce sont des petites séries, d'où les coûts importants. On voit que le marché, et pas seulement la mobilité, mais tout le marché hydrogène est en train de se développer fortement jusqu'à 2030-2035. Et donc, on sait que les coûts ne vont pas diminuer de quelques pourcents par an, mais on va diviser les coûts chaque année. Un petit peu comme les petites mémoires électroniques ou... voilà. Donc, le principe est là. Et par ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer sur le diesel, eh bien, il vous faut 24 € pour faire 100 km en diesel. Et aujourd'hui, c'est 24 € en hydrogène aussi. Donc finalement, avec la hausse des prix du pétrole, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'hydrogène est déjà finalement compétitif pour le client final, à la pompe. À la pompe, aujourd'hui, tout à fait. Donc il faut 2 kg d'hydrogène pour faire 100 km avec un Renault Master. Il vous faut 12 litres à peu près de diesel pour faire la même distance. Donc, Aujourd'hui, vous sentez une grosse demande à cause de ces prix, mais aussi parce que les ZFE sont en train d'arriver, ces zones à faible émission, dans toutes les métropoles, et que finalement, on sent qu'il y a un certain nombre de professionnels qui vont avoir envie de changer de véhicule, qui vont essayer de trouver une solution. Ça, pour vous, c'est aussi un accélérateur? Absolument, tout à fait, vous avez complètement raison. En fait, nous avons 2 types de contacts actuellement sur la clientèle. Donc, ou des professionnels avec de grandes flottes qui doivent décarboner, et qui ont la contrainte de ces fameux centres-villes qui ne seront plus accessibles aux véhicules qui émettent du CO2. Et puis, ces entreprises ont aussi une volonté de décarboner. D'accord. Donc, comment je réduis mon empreinte carbone? Et clairement, quand on remplace une voiture qui émet une dizaine de tonnes de CO2 par an par un véhicule qui n'en émet 0, seulement de l'eau qui coule sous la voiture, bien forcément, c'est très pertinent.
Là aujourd'hui, vous avez déjà combien de clients ou de précommandes véhicules qui sont venus chez vous, chez Evia, pour transformer leur flotte? On a des précommandes en nombre non négligeable et on a plus de 1000 contacts qui se profilent 1000 contacts en France, en Europe? en Europe. En Europe. Il y a des pays justement où on est peut-être encore plus avancé qu'en France sur ces questions d'hydrogène? Alors, je vais parler de l'Allemagne. L'Allemagne, en fait, si on compare avec la France, en France, on a à peu près une vingtaine de stations qui sont fonctionnantes, alors qu'en Allemagne, on a déjà au-delà de 80. Donc, clairement, un réseau de stations beaucoup plus développé et donc un potentiel de marché beaucoup plus fort. Du coup, les stations, le développement France, je suppose que c'est une des questions qui vous occupe aussi. Vous travaillez beaucoup justement pour essayer de faire accélérer les choses? Tout à fait. Donc la semaine dernière, nous étions avec France Hydrogène et d'autres participants à une représentation où on présentait la station d'un côté et puis nous, nos véhicules, pour démontrer l'offre est déjà disponible, mais que sans station, on ne va pas s'en sortir, sachant que Evia, encore une fois, répond à une partie de cette problématique, puisque pour des clients privés, on peut installer notre station dans leur entrepôt pour faire le plein de leur véhicule hydrogène. Bien, David Holderbach, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous. On passe tout de suite à l'essai de la semaine. Et pour cet essai, on va rester dans la galaxie de l'Alliance Renault-Nissan. On va parler cette fois-ci du côté Nissan, où on travaille aussi sur l'électromobilité, l'hybride rechargeable, le non rechargeable, la voiture électrique à batterie, bien sûr. Mais Nissan propose aussi une nouvelle technologie qui est inédite en Europe. C'est une voiture électrique, mais finalement, il faudra quand même faire le plein d'essence. Alors, cette technologie, ça s'appelle l'e-Power. Julien Bonnet et Olivier Mélan l'ont déjà testé avec le Qashqai. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Nissan se lance à fond dans l'électrification avec le lancement prévu d'ici 2030 de 15 nouveaux modèles qui seront tous proposés, soit en version 100% électrique ou avec des variantes hybrides. Ça commence dès cette année. On va notamment avoir le lancement en France du crossover très attendu 100% électrique, le Nissan Ariya. Donc l'Ariya, pour rappel, c'est le cousin en fait de la Mégane E-Tech. Il repose sur la même plateforme, mais avec une version vraiment japonaise du petit SUV lancé par Renault en début d'année. Sur le Juke, dont la deuxième génération a été lancée fin 2019 en France, c'est une nouvelle motorisation qui fait son apparition et on la connaît bien en France puisqu'il s'agit de la motorisation E-Tech non rechargeable. Donc elle est notamment présente sur l'offre de Renault, donc sur la Clio, le Captur ou sur le futur SUV Austral. Donc le principe, il est assez simple, un peu façon Toyota, c'est de l'hybride auto-rechargeable. On ne va pas pouvoir la brancher, mais c'est vraiment le mouvement des roues qui va au fur et à mesure recharger la batterie. Mais la vraie nouveauté en termes de motorisation et une exclusivité pour Nissan, ça sera sur le Qashqai qui a été lancé l'an dernier. Donc c'est une motorisation que Nissan a baptisée e-Power. En fait, c'est une voiture électrique, mais je ne vais pas pouvoir la brancher pour la recharger. En fait, sous le capot, il y a un moteur thermique qui va jouer le rôle de groupe électrogène pour recharger en continu la batterie lorsque je roule, mais tout ça on vous l'explique au volant. Donc nous voilà à bord de ce Qashqai e-Power et finalement on retrouve vraiment les sensations d'une voiture électrique. Au démarrage on n'a vraiment eu aucun bruit, le moteur thermique était resté à l'arrêt et là on roule donc sur un circuit d'essai, ce qui nous permet vraiment de pouvoir tester le fonctionnement de ce système. Et on a vu le moteur thermique se déclencher pour commencer à recharger la batterie qui a 2 barres sur 4. Moi sur mon écran, j'observe justement les différents flux d'énergie. J'ai quand même un bouton sur lequel je vais pouvoir appuyer le EV Mode qui va forcer le mode 100% électrique et donc ne pas déclencher le moteur thermique sauf si bien sûr on arriverait à la fin de la batterie. Donc ça pratique en ville pour rester 100% silencieux. On peut également avoir le petit bouton e-pédale qui va finalement forcer le freinage régénératif, donc à la décélération, le véhicule récupère de l'énergie. Et là finalement, le e-pédale de Nissan, il est assez célèbre. Je vais pouvoir rouler seulement avec la pédale de l'accélérateur. Dès que je la relâche, le frein est suffisamment fort pour aller jusqu'à l'arrêt. Ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement, on va avoir vraiment à basse vitesse le comportement d'une voiture électrique, très silencieuse et avec un certain dynamisme à l'accélération. Et dès qu'on appuie un peu fort sur l'accélérateur, finalement, en situation d'insertion sur l'autoroute, on va entendre le moteur thermique se réveiller et finalement avoir vraiment ce rôle de venir recharger la batterie qui va avoir besoin d'alimenter le moteur 100% électrique. L'idée avec ce Qashqai e-Power, c'est vraiment d'avoir les sensations et le résultat finalement d'une conduite 100% électrique, mais sans avoir à la recharger. Et en effet, si on arrive à l'arrière d'un Qashqai de ce type, on n'a bien pas une prise de recharge, mais une trappe à carburant classique.
On parle tout de suite de cette technologie avec Lucille Laporte, responsable Qashqai pour Nissan Europe. Le moteur thermique est ici. C'est un moteur 1,5 litre essence qui en fait agit comme un générateur d'électricité. Donc il est relié ici au générateur et c'est lui qui va produire l'électricité dont a besoin le moteur électrique pour propulser le véhicule. En termes d'autonomie, suivant évidemment la façon dont le client va conduire, on peut arriver à 900 km d'autonomie. Le lancement de cette motorisation, on peut penser qu'il tombe au mauvais moment pour Nissan. En effet, on connaît actuellement des prix assez élevés des carburants et donc il peut paraître incohérent de faire le plein d'une voiture 100% électrique alors qu'on aimerait justement profiter d'une électricité peu chère et charger directement le véhicule. Mais il y a quand même un intérêt en termes de consommation déjà qui sera réduite par rapport à un Qashqai équivalent en 100% thermique ou juste avec une micro-hybridation. On peut réduire déjà de 20% la consommation et donc les émissions de CO2 aussi. L'autre intérêt, c'est finalement aussi d'avoir un plein que tout le monde sait faire, assez rapide, assez facile à faire et qui vous permet, d'après Nissan, d'arriver sur ce Qashqai à 900 km d'autonomie. Donc ça, c'est assez imbattable par rapport à des concurrents hybride ou 100% électrique. Nissan ne donne pas encore les tarifs de ce Qashqai e-Power qui sera commercialisé à partir de l'été prochain. Mais on peut s'attendre à une facture réduite par rapport aux équivalents 100% électriques ou hybrides rechargeables. En effet, la force de cette technologie e-Power, c'est de reposer sur une toute petite batterie. Or, la batterie, c'est ce qui fait aujourd'hui le prix très élevé des voitures électriques et hybrides rechargeables. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Et alors en région, on part du côté de Lyon, même de Villeurbanne, pour être plus précis, avec Doctibalk. Alors Valentin Vassilievitch, bonjour. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le responsable des partenariats de cette start-up. Et alors, vous, votre métier, c'est de donner une seconde vie aux batteries de trottinettes, de vélos, des éléments qu'on pensait plutôt mettre à la poubelle. Et puis finalement, vous leur avez trouvé une deuxième jeunesse. C'est ça, tout à fait. En fait, tout ce qui a deux roues et qui a une batterie électrique, on va récupérer la batterie pour la reconditionner. Donc on va remplacer tous les éléments à l'intérieur, notamment les cellules et la carte électronique de la batterie. Et on va remplacer par des éléments neufs. Et comme ça, la batterie aura une nouvelle jeunesse. Et elle aura les mêmes caractéristiques qu'une batterie neuve. On peut même augmenter sa puissance dans certains cas. Et elle a les mêmes garanties qu'une batterie neuve également. Alors ça, c'est super intéressant ce que vous êtes en train de me dire, puisqu'on avait vraiment l'impression qu'au début des trottinettes, alors au début ça fait un peu dinosaure, mais en fait, c'était à peine il y a 3 ans, les trottinettes avaient une durée de vie extrêmement courte, on ne savait pas quoi faire des batteries, et là vous me dites, la batterie non seulement on peut la recycler, mais on peut en plus finalement lui redonner plus de puissance. C'est ça, tout à fait. En fait, sur un appareil électrique comme une trottinette ou un vélo, il y a deux choses. Il y a la partie électrique avec le moteur, la batterie, le contrôleur, et la partie mécanique. La partie mécanique, elle, souvent dure une dizaine d'années, tandis que la partie électrique peut durer moins longtemps. Pour ça, c'est l'avantage de changer la batterie, de la reconditionner. Et quand la place le permet, on peut mettre plus de cellules pour avoir plus d'autonomie. Et alors ça, Doctibalk, comment vous êtes venu justement à cette idée de vous dire la batterie, c'est pas un truc jetable, c'est quelque chose qu'on peut reconditionner, qu'on peut recycler? En fait, c'est Anne-Sophie Kestiker, la fondatrice, qui s'est aperçue qui est partie de ce constat-là, c'est que le vélo était utilisable 5-6 ans, alors qu'en changeant uniquement la batterie, il y avait moyen de prolonger sa durée de vie. Donc en reconditionnant la batterie, comme ça, on prolonge la durée de vie du vélo, et c'est dommage de jeter un vélo quand il y a juste une pièce à changer. Et là, aujourd'hui, du coup, Doctibalk, vous récupérez les vélos de qui? Je peux vous amener mon vélo? C'est plutôt des flottes de vélos que vous récupérez? Comment ça fonctionne? Alors en fait, on travaille avec les professionnels et les particuliers. Vous avez uniquement besoin de nous envoyer la batterie et le chargeur. Pour ça, on a toute la logistique qui est mise en place. On vous envoie un bon d'envoi pour que la batterie et le chargeur arrivent dans notre atelier à Villeurbanne. Et ensuite, on vous renvoie votre batterie reconditionnée. Et n'importe quel modèle, vous n'êtes pas centré sur une marque en particulier ou sur une provenance en particulier de vélo ou trottinette? C'est ça. Alors, on fait toutes les batteries, tous les modèles de vélo et de batteries. Après, malheureusement, toutes les batteries ne se reconditionnent pas. Et pour ça, on a un catalogue de batteries compatibles pour les marques qui sont bloquées. Ça, justement, celles qui se reconditionnent pas, il y a une filière de recyclage qui est en train de se mettre en place? Tout à fait. Alors, en fait, on est point de collecte Screlec. Donc, on récupère les éléments au lithium. Et comme ça, elles sont recyclées. Le lithium est séparé des éléments lourds pour pouvoir être réinjecté dans la production de nouveaux éléments au lithium neufs. Là, l'année dernière, vous avez recyclé vous avez redonné vie à combien de batteries au total? Alors, en 2021, Doctibalk a donné vie à 15 000 batteries. C'est énorme quand même quand on regarde. C'est énorme et
Du coup, on est le leader grâce à ça. Là aujourd'hui, vous avez annoncé il y a quelques semaines, en fait, vous allez maintenant vous associer à Green Riders, donc qui eux vendent plutôt justement, sont plutôt en amont, eux ils vendent des trottinettes, des vélos, etc. C'est quoi les perspectives business pour vous de vous être associé justement à une entreprise comme Green Riders? En fait, c'est pouvoir proposer une offre vraiment à 360 degrés avec la possibilité d'acheter une trottinette électrique, mais également de savoir qu'il y a la maintenance derrière avec le remplacement et le reconditionnement de la batterie de la trottinette ou du vélo, ou également avec Super Soco les scooters électriques. Là aujourd'hui, on a beaucoup parlé ces derniers mois des pénuries de composants, notamment d'électronique. On sait que dans les batteries c'était compliqué. On reçoit beaucoup de fabricants de vélos qui nous disent bah voilà, on essaie de lancer notre vélo, mais en fait c'est un peu compliqué. Vous justement, vous avez été contacté par des entreprises pour leur donner peut-être vos batteries reconditionnées, pour peut-être inclure de l'économie circulaire là où on ne trouve pas de la batterie neuve aujourd'hui? Alors oui, on nous contacte justement pour trouver une solution quand la pénurie intervient. Donc chez Doctibike, on a des stocks de cellules et c'est pour ça le reconditionnement, ça permet de compenser la pénurie. Quand par exemple pour une batterie neuve, il y a plusieurs mois de délai pour l'avoir en production, avec le reconditionnement, on est sur une dizaine de jours uniquement. Ah oui, donc c'est super rapide en fait, c'est vraiment... C'est ça, c'est super rapide, on est sûr de la compatibilité, c'est l'option idéale. Doctibike, donc une start-up qui recycle les batteries. Valentin Vassilievitch, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Grand plaisir, Pauline. En route pour demain, c'est déjà fini, mais j'ai une bonne nouvelle. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business et 01 TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Un très très bon week-end. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.